Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette masterclass sur la session reprise de franchise. C'est un nouveau format. Après, on avait testé les tables rondes, les webinars, les tables rondes qui étaient plutôt des retours d'expérience de franchiseurs, des discussions en petits comités très interactifs et des webinars un petit peu plus larges, des retours d'experts avec une audience un peu plus large. Et on a essayé de rassembler le meilleur des deux aujourd'hui, donc le format masterclass. Et on est ravis avec Jean-Baptiste et nos speakers de pouvoir passer ce moment avec vous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. On a eu plus de 200 inscriptions. Donc, on voit qu'on touche à un sujet qui est vraiment clé pour les franchiseurs. Je pense que les échanges devraient être super intéressants. L'objectif, ça va être de vous proposer un moment pendant lequel des franchiseurs vont vous, et pas des moindres, hein, vont vous partager leurs connaissances, leur retour d'expérience. L'objectif, c'est d'avoir du vécu vraiment sur le sujet de la session reprise de franchise. Et également bénéficier de l'expertise de Jean-Baptiste sur les aspects juridiques. Je pense que ça peut être un éclairage très complémentaire et super intéressant. Et l'objectif, c'est que vous repartiez en ayant appris des choses, que vous ayez une vision plus claire du sujet et des actions concrètes identifiées quand le cas se présentera pour vous. Le déroulement que je vous présente, on va faire un petit tour, petite intro des présentations. Et puis ensuite, on va aller au cœur du sujet, que Jean-Baptiste animera les échanges avec les speakers. Et on gardera un petit peu de temps sur la fin, un quart d'heure, pour vos questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir, merci. Mais également, envoyez vos questions au fil de l'eau sur le chat. Et j'essaierai d'en faire une synthèse et de relayer certaines de vos, le plus possible de vos questions sur la fin. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est faire un petit tour de table pour vous présenter. Peut-être Nicolas. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre participation à cette masterclass. Donc moi, Nicolas, je suis le cofondateur du groupe Zephyr, qui est un réseau national français, métropole et dom-tom, dédié à l'aide et aux soins à domicile, donc engagé dans une démarche d'entrepreneuriat social et qui exploite 4 marques enseignes différentes pour des métiers complémentaires et connexes. L'aide à domicile non médicalisée, sous l'enseigne de Senior Compagnie, les services à la personne, principalement ménage au passage auprès des actifs avec Freedom, la prestation de santé à domicile avec Synergie Med et enfin le transport VSL, véhicule sanitaire léger, avec Libelia. Et donc pour conclure cette courte présentation, quelques chiffres. On a 6 000 collaborateurs sur l'ensemble de nos enseignes, un peu plus de 200 agences, dont 160 en franchise et 40 en propre. Et on a réalisé l'an dernier un volume d'affaires global d'un peu moins de 100 millions. Super, merci Nicolas. Très beau réseau. Thierry, peut-être, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous, j'aurais préféré passer avant Nicolas parce que mes chiffres sont moindres. Thierry Veil, cofondateur du groupe Begelstein. Donc, nous vendons des trous avec un bagel autour. Et nous le faisons à travers un réseau essentiellement de franchisés, puisqu'on a 92 restaurants, dont 3 en succursale, le reste étant majoritairement en franchise. Nous développons en France, mais pas que. Nous n'avons pas 6 000 salariés, nous n'avons pas 100 millions de chiffre d'affaires. Le volume d'affaires de Begelstein est de l'ordre de 45 millions. Et nous ouvrons entre 15 et 20 restaurants en France par an. Et là-dessus, il y en a certains en reprise, ce qui va permettre de faire le lien avec le thème d'aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Thierry. Kevin. Bonjour à tous, merci à tous les présents. Merci Laurent pour l'invitation également. Donc Kevin Bonini, moi je dirige les opérations du groupe PC, le groupe Pascal Coste, qui comporte 4 marques, composé de 350 magasins. La moitié sont détenus directement en succursale pour environ 1000 collaborateurs qui sont directement reliés au siège. L'autre moitié du réseau, donc plus de 180 magasins, directement sur de la franchise qui représente également 1500 collaborateurs. Donc en gros, le groupe PC emploie sous ses bannières 2500 personnes. Chiffre d'affaires, périmètre franchise plus succursale, on est à 80 millions d'euros. Et on a également un site internet de vente en ligne qui s'appelle pascalcocheshopping.com, où on fait de la vente
directement en B2C. Alors, c'est pas un. Par contre, on n'a pas un. On s'appelle pas un. Il y a un micro qui est branché, il y a des interférences derrière. Il y a un petit peu de bruit. Ouais. Tout le monde l'entend ou pas? Ouais. C'est quand je parle, c'est un peu. Voilà, il y a aussi des travaux avec un marteau-piqueur. On va y arriver. Tu peux continuer, Kevin. Ok, donc rapidement, voilà. Donc nous, c'est 3 activités, la succursale, la franchise et Internet, avec un site de vente en ligne qui n'est pas un marketplace, c'est ce que je voulais dire, où on a nos propres bases d'approvisionnement avec notre propre base logistique. Et donc moi, je m'occupe essentiellement de notre réseau de franchise. Et comme on l'a dit très justement, nous, on fait également de la cession, de l'acquisition tout au long de l'année, que ce soit pour nous en propre, que ce soit pour nos partenaires franchisés. Donc, on a une expérience là-dedans et je suis très heureux de pouvoir vous en faire profiter aujourd'hui. Top, merci Kevin. Jean-Baptiste. Alors, mon nom est Jean-Baptiste Bois. J'ai une équipe d'avocats. Le cabinet, c'est à peu près 20 personnes aujourd'hui. Et nous accompagnons des enseignes exclusivement dans leurs activités, dans leurs relations avec leurs distributeurs, les relations avec les autorités de régulation de marché. Et donc, nous avons quotidiennement à accompagner des franchiseurs qui se trouvent dans des situations de cession de l'entreprise franchisée, qui est notre thème d'aujourd'hui. Bien, et rapidement, donc Laurent, je suis cofondateur de Smappen, donc, qui est l'application de géomarketing qui est la plus utilisée par les franchiseurs aujourd'hui, qui permet principalement de faire des études de potentielles nouvelles implantations, les états locaux de marché, définir et gérer les zones d'exclusivité, mais également d'autres sujets comme la prospection et l'analyse de clientèle et diagnostic d'implantation utile, notamment pour la thématique d'aujourd'hui. Très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Jean-Baptiste, peut-être je te laisse animer la suite. Mais avec plaisir. Donc, quand on parle de cession d'entreprise franchisée, on peut se trouver confronté à différentes situations. En premier lieu, la cession peut concerner une succursale ou une franchise. Donc, on a un franchisé acheteur, et dans un cas, il rachète une succursale qui appartient au franchiseur. Dans un autre cas, il rachète un autre franchisé. Moi, ce que je voudrais poser comme question à nos dirigeants de réseau, c'est comment est-ce que vous appréhendez la différence entre ces deux types d'opérations si différenciées? Alors, je prends la parole. Vas-y. Avec plaisir, Kevin. Moi, en ce qui me concerne, ça va. La première chose à prendre en considération, c'est qu'est-ce que nous, en succursale, on veut faire de ce point de vente. C'est la vérité, c'est-à-dire que des fois, on a des franchisés qui viennent nous voir et qui nous disent « Écoute, je veux te racheter le point de vente, mais le point de vente fonctionne extrêmement bien. Comme on n'a pas vocation à le vendre, on va peut-être définir un prix de vente qui ne sera pas forcément en phase avec le marché puisqu'il fonctionne bien. Mais en face, on sait quand même qu'on va encaisser du cash et qu'on va également récupérer un contrat de franchise pendant 7 ans. L'inconvénient, c'est qu'au bout de 5 ans, on sait que c'est un salon qui peut peut-être partir du réseau, puisqu'un franchisé a le droit de nous quitter. Donc, nous, on va définir, je pense, un prix de cession en fonction de ce qu'on veut faire du magasin, puisqu'on a aussi peut-être des fois des magasins qui ne sont pas forcément en superbe santé financière et qu'on souhaite vendre parce qu'on sait très bien que ce sont des secteurs ou des façons de faire qui ne correspondent pas à la succursale et qui sont plus destinés à des franchisés. Voilà, clairement, des fois, quand un franchisé est dans un point de vente, il le gère mieux qu'un succursaliste. On s'en rend compte au quotidien. Et donc, on saura faire des efforts peut-être plus importants en termes de cession parce qu'on sait très bien que pour nous, le conserver en succursale, ce n'est pas une bonne chose. Il sera mieux entre les mains d'un franchisé. Et donc là, on va accompagner le franchisé sur un prix de vente moins important. Et ensuite, si c'est une cession qui a lieu entre franchisés, c'est ce que j'avais expliqué l'autre jour lors de la préparation du séminaire, est-ce que j'ai un franchisé qui s'en va et qui vend son salon ou est-ce que j'ai un franchisé qui a déjà 10 ou 15 salons chez moi, qui en vend un mais qui reste dans le réseau? Donc, qu'est-ce qu'on fait si c'est un franchisé qui s'en va? On priorise celui qui rentre. Donc, on va tout faire pour qu'il n'achète pas cher et qu'il s'en sorte bien. Et si c'est un franchisé qui vend mais qui reste dans le réseau, on va essayer de ménager la chèvre et le chou, de faire en sorte que l'acheteur et le vendeur s'en sortent bien. Donc, généralement, on raisonne par rapport au prix du marché. Voilà, le prix du marché, c'est 70% du prix de vente ou un multiple de l'EBITDA, du chiffre d'affaires, pardon, ou un multiple de l'EBITDA. Ça, c'est si les deux restent dans le réseau. Et si le vendeur quitte le réseau, là, on va clairement essayer d'acheter le plus bas possible pour que l'acquéreur qui va vous intégrer fasse la meilleure attaque possible et qu'il soit pérenne dans notre réseau. C'est ma façon de travailler. Excuse-moi, Kevin. Le maître mot, et tu l'as dit, Kevin, c'est très juste, c'est que
Un franchisé, c'est ce que nous, on a constaté, performe toujours mieux qu'un responsable de magasin, pour une raison simple, c'est que le franchisé, il a mis ses couilles sur la table et que quand elles sont sur la table, ça fait mal quand ça pique. Donc, il va y avoir une performance commerciale qui va être plus importante. Et c'est vrai qu'on risque d'avoir un restaurant qui, dans X années, 7 ans chez Kevin, 9 ans chez nous, va peut-être quitter le réseau. Mais nous, on a toujours eu le positionnement de dire on préfère donner la chance à une performance commerciale qui, en plus, va apporter de l'image à l'ensemble du réseau par sa performance commerciale. Et on préfère, ça a été toujours un choix stratégique clair, donner de la marge et du retour aux franchisés. Donc, on a toujours eu le postulat de dire on préfère vendre moins cher et faire en sorte que le franchisé soit le plus rentable possible pour qu'il soit le plus pérenne possible. Ça a été une stratégie dans chaque session de succursale à un franchisé. J'interromps rapidement, il y a un de vous qui a un micro qui grésille un petit peu, n'hésitez pas, quand vous ne parlez pas, de couper vos micros, peut-être que ça fluidifiera un petit peu. Merci. Jean-Baptiste, je laisse. Pour compléter effectivement donc les réponses de Kevin, Thierry, alors Jean-Baptiste, pour moi, il y a d'une part la stratégie de développement de l'enseigne, du franchiseur et donc d'un métier à l'autre, d'une enseigne à l'autre qui diffèrent. Certains veulent faire du moitié-moitié franchise succursale, d'autres veulent être à dominante franchisée, d'autres à dominante succursale. Nous, typiquement, le parti pris, ça a été d'arriver à un ordre de grandeur de l'ordre de 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers en intégré et puis 2 tiers en franchise. Donc, on a la volonté d'être un réseau composé d'une dominante d'unités franchisées, mais on veut avoir 1 quart à 1 tiers d'agences en propre pour être des laboratoires d'expérimentation et pour pouvoir aussi peut-être plus facilement consolider les budgets, les actions de formation. Et donc ça, c'est propre à notre métier, qui est aussi à forte intensité de main-d'œuvre. Mais cette stratégie, elle découle aussi éventuellement de considérations financières, puisque à tort ou à raison, les fonds d'investissement, dans mon métier en tout cas, ont tendance à sous-valoriser les réseaux de franchise et à survaloriser les réseaux en propre. Bon, c'est un peu surprenant, mais le facteur risque non reconduction, non renouvellement d'un franchisé est perçu comme assez élevé, alors que le facteur risque RH, dans des métiers comme les miens, où il y a beaucoup de main-d'œuvre, sont peut-être pas forcément correctement évalués. Mais donc, il y a eu pas mal de transactions dans l'aide à domicile notamment, et on a pu observer que les niveaux de valo des réseaux de franchise étaient un peu décevants, alors que les niveaux de valo des réseaux en propre étaient parfois un peu délirants. Donc, quand on rentre dans des considérations actionnariales et patrimoniales, ça peut aussi évidemment influer la stratégie du franchiseur. Donc, en fonction de l'objectif du franchiseur, sa volonté ou pas d'exercer son droit de préemption, forcément, elle varie. Et puis ensuite, comme ça a été dit par mes confrères à juste titre, c'est aussi une question d'opportunité. Et nous, on n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que quand on a un super profil d'entrepreneur franchisé qui est prêt à reprendre dans de bonnes conditions une unité franchisée, on va avoir tendance à lui laisser la priorité parce que nous, ça nous arrive de racheter nos franchisés, mais on a des ressources dédiées à la croissance externe et au rachat de franchisés un peu limitées. Moi, les opportunités de rachat, ce n'est pas ce qui manque. Donc, je vais plutôt avoir tendance, dès lors qu'un repreneur remplit nos critères de sélection et de qualification, à lui laisser reprendre un franchisé. En revanche, quand on a une unité franchisée effectivement qui est mature, avec un bon niveau de chiffre d'affaires et d'EBITDA, et qu'on a l'opportunité de la succursaliser pour du coup intégrer dans notre réseau intégré la marge du franchisé, parce que forcément on capte des redevances, mais ça n'est qu'une quote-part un peu limitée, et c'est le jeu, c'est tout à fait normal, de la rentabilité de l'unité franchisée. Oui, c'est intéressant pour nous. Enfin, nous, la règle, notre modèle économique, c'est que le franchiseur prend 1 tiers de l'EBITDA cible du franchisé. Donc le franchisé, lui, il se garde les 2 tiers de l'EBITDA visé. Donc forcément, quand on l'intègre, mécaniquement, on augmente l'EBITDA. Alors, nonobstant, ce qu'évoquait à juste titre Thierry,
sur les degrés de performance franchisés intégrés qui peuvent varier. Mais nous, sur notre réseau, on constate qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité absolue. On peut avoir des intégrés qui surperforment, d'autres qui sous-performent. Et pareil pour les franchisés, c'est vraiment une question de personnes. On a des franchisés top et effectivement qui posent leurs couilles sur la table, comme l'a dit Thierry. Mais on a aussi des salariés qui se battent comme des diables, comme si c'était leur propre boîte. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. On peut avoir des sessions d'entreprise franchisées qui surviennent volontairement parce que le franchisé a trouvé un acquéreur pour son entreprise et qu'il y voit une opportunité de réaliser ce patrimoine professionnel. Mais on peut aussi avoir des sessions plus subies, c'est-à-dire déterminées par la contrainte économique. Des franchisés qui ont des difficultés d'exploitation, qui ont consommé leurs capitaux propres, qui ne peuvent pas refinancer et qui se trouvent de fait acculés à la session. Est-ce que vous avez une approche différente si vous avez vécu ces deux types de situations? Oui. Vas-y. La question est forcément pertinente parce que dans un réseau de franchisés, surtout quand on commence à une dizaine de franchisés, il y a toujours différents types de franchisés. Il y a des franchisés qui surperforment, il y a un entre-nous, il y a des franchisés qui rencontrent des difficultés. C'est assez fréquent dans le cadre de ces difficultés d'épauler même le franchisé pour dire bah, tu n'y arrives pas, l'emplacement est bon, le concept marche bien, mais ne performe pas comme tu l'avais estimé, on va t'aider à trouver un repreneur. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a aussi l'endettement du franchisé à ce moment-là qui va jouer parce que dans ce cadre-là, on va avoir un franchisé qui a ou non une dette bancaire dont il est ou non caution et il va y avoir toute une problématique de montage pour l'aider à céder. Et je pense que le franchiseur a un rôle qui est très important là aussi, pour lui et pour le franchisé. En tant que franchiseur, on est là pour aider nos franchisés, même pour céder leur entreprise. Et le fait de le faire en cas de difficulté économique, on a tous intérêt à ce que ça se passe avant, si c'est possible, la procédure collective où il y a une perte de contrôle, puisque dès lors qu'un administrateur rentre dans le pipe, c'est ma chance et moi. Donc, oui, on essaye toujours d'aider le franchisé à trouver un repreneur. Il se trouve qu'en tant que franchiseur, je pense que c'est la même chose pour Kevin et Nicolas, on brasse des demandes d'entrée dans le réseau et qu'on peut être force de proposition. Après, ça dépend des localisations, ça dépend du moment. Mais à nous d'aider les franchisés en difficulté à essayer de trouver un repreneur. Je vais prendre le relais sur Thierry. Je peux ? Oui. Moi, je rejoins Thierry à 100% avec quelques ajouts. C'est-à-dire que déjà, comme certains franchiseurs sont également succursalistes et comme on partage souvent les mêmes régions, on n'a pas de difficulté à prendre un franchisé qui va mal ou qui va bien. C'est-à-dire qu'un franchisé qui me dit, écoute, moi aujourd'hui, je veux céder mon fonds parce que je vais bien, eh ben, très bien, on sait faire. Par contre, s'il va mal, ça peut aller extrêmement vite. On l'a très souvent fait, on le fait encore. Et effectivement, on peut accompagner nos franchisés dans le cadre d'une session entre franchisés, parce qu'on a soit des franchisés qui partagent les mêmes régions, soit des gens qui font la queue pour entrer dans le réseau et qui veulent y adhérer. Donc, ça, on peut le faire. Par contre, ce qu'il faut envisager surtout, c'est la veille sur nos franchisés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ce soit le franchisé qui nous dit « je ne vais pas bien » pour le vendre. Parce que souvent, c'est trop tard, souvent, c'est trop long. Le temps qu'il y ait une mise en place de la session, on ne voit plus le franchisé. Il n'est pas content parce qu'il va mal vendre. Donc, je pense que notre travail, c'est surtout d'anticiper ça et de voir les signaux qui sont les nôtres en se disant attention, tu commences à pas aller bien. Est-ce que c'est parce que tu n'as plus envie ? Est-ce que c'est parce que tu as un problème de recrutement ? Si c'est que tu n'as plus envie, on va tout de suite s'en occuper avant que ce soit une catastrophe. Et je pense que notre boulot, il est là. Notre boulot, il est aussi d'anticiper les besoins humains de nos franchisés, leurs envies, en se disant, tu fais encore un chiffre sympa, tu es en train de baisser, tu fais du -5 par rapport à l'an dernier. Si c'est vraiment que tu penses que tu vas vendre à horizon 6 mois, 1 an, on va s'en occuper tout de suite. On ne va pas attendre que ce soit toi qui me demande de le faire parce que ça risquera d'être trop tard. Donc, on prend les choses en main tout de suite. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille parce que ce n'est pas parce qu'une personne vend ou qu'elle a envie de vendre qu'on a forcément quelqu'un à lui mettre en face tout de suite. Donc, je pense qu'on a un vrai boulot d'anticipation pour pérenniser les réseaux,
pérenniser les réseaux, et faire en sorte que nos franchisés sortent par la grande porte. Ouais. Juste une seconde, Nicolas, est-ce qu'il est possible que tu coupes ton micro, parce que j'ai l'impression que finalement c'est chez toi qu'il y a le souci quand tu parles pas. Peut-être, quand je ne Ouais. parle pas. Merci, merci. Est-ce que, en fait, Oui. ces difficultés du franchisé, si elles vont jusqu'au dépôt de bilan, vous ont déjà poussé, dans votre expérience de dirigeant de réseau, à reprendre une entreprise franchisée à la barre? Et si oui, quels ont à ce moment-là été les facteurs clés de succès pour permettre la reprise de cette entreprise à la barre? Alors, Jean-Baptiste, si je peux, je vais répondre à la question précédente. Je vais faire deux en un. Alors, je souscris totalement aux propos précédents de Thierry et Kevin. Alors, j'ajouterais juste qu'il y a différents types de crises, de situations de gestion de crise qu'on peut rencontrer chez les franchisés. Alors, il y a un cas de figure lié à d'éventuels problèmes personnels, familiaux ou de santé du franchisé. Donc là, la structure franchisée financièrement est in body. Il n'y a pas de sujet économique ou organisationnel, mais c'est le franchisé qui a des problèmes de santé ou qui a des problèmes familiaux, qui doit déménager. Et donc récemment, j'ai eu le cas de figure d'un franchisé qui, bon, heureusement, s'en est sorti, il est rescapé, mais il a dû être hospitalisé en urgence. Et donc, sa femme, un petit peu au pied levé, a repris en main la gestion d'agence. Il a fallu, elle qui n'y connaissait rien à l'activité, il a fallu la former en urgence pour pouvoir gérer l'ensemble des bénéficiaires, des salariés. Donc, ça, c'est un peu particulier. Et dans ce cas-là, c'est le branle-bas de combat au niveau des équipes tête de réseau pour vraiment venir en soutien du franchisé, de son agence, et puis de l'aider à passer le cap. Mais je pense que tu faisais plutôt allusion à des problématiques de gestion de crise financière. Alors, avant d'en arriver au rachat par le franchiseur, au rachat par un franchisé ou à une reprise au tribunal de commerce, évidemment, nous, on va mettre en œuvre tous les moyens possibles et imaginables pour soutenir financièrement le franchisé, suspension des paiements des redevances, éventuellement avance de trésorerie, prêt intragroupe. On peut imaginer, on mobilise aussi tous nos pôles franchise bancaires partenaires pour essayer de trouver des solutions de financement court terme ou des facilités de caisse, essayer de négocier, l'aider à négocier des opérations découvertes. Donc, on essaie d'imaginer, sans tomber évidemment dans la problématique de soutien abusif, donc on est quand même vigilant à préserver la responsabilité du gérant franchisé, mais on essaie de mettre en œuvre tous les moyens possibles et imaginables avant d'en arriver à la procédure de sauvegarde. Une fois qu'on est effectivement un pied dans la tombe, dans ce cas-là, de deux choses l'une. Soit il n'y a pas d'actifs à reprendre, et en fait, dans ce cas-là, c'est rare, mais malheureusement, la meilleure solution, c'est d'accompagner le franchisé dans la cession de sa société et la limitation de son exposition aux risques personnels financiers. Donc, on a un devoir aussi, un rôle de conseil et d'accompagnement dans la fermeture d'une agence. C'est vraiment en dernier recours et c'est très rare. Soit, effectivement, on se porte candidat. Donc, nous on l'a déjà fait. On l'a fait à 2 reprises. Donc, c'est 1% du réseau. C'est aussi très rare. Mais ça nous est arrivé de reprendre au tribunal de commerce les actifs d'un franchisé qui pouvait avoir des problèmes de passifs sociaux. Comme nous, il y a pas mal effectivement de salariés sur nos activités. Il peut y avoir de l'activité, des actifs intéressants, mais un problème de report de charges, URSSAF, TVA ou d'autres dépenses organismes sociaux ou une mauvaise gestion de sa masse salariale. Et donc, dans ce cas-là, on négocie avec le tribunal un échelonnement en fait, du passif et un plan de continuation d'activité. Je me permets, il nous arrivait également de le faire, mais généralement, on met d'abord un franchisé en avant pour reprendre à la barre. Et les salons qui ont fermé chez nous et qui ont été repris à la barre du tribunal, c'était malheureusement, bien sûr, c'était pas forcément lié à un surendettement,
C'était plutôt lié à un manque de collaborateurs en salon, puisqu'on a passé le Covid et qu'il y a eu la grande démission. Donc, quand vous avez 40 ou 50 000 euros de loyer par an et que vous n'avez plus de collaborateurs à recruter pour aller travailler, ben, il n'y a plus de chiffres. Donc ça, par contre, on l'a connu. Et la succursale peut plus aisément reprendre un fonds à la barre avec des franchisés qui ont voulu se battre jusqu'au bout, qui n'ont pas voulu vendre ou qui n'ont pas pu parce que clairement, ben, le fonds n'avait plus de valeur, c'était délicat, c'était compliqué, c'était dur. Et donc, on n'a pas eu le choix que d'attendre. Et donc, du coup, on a repris. Et la succursale a souvent les reins plus solides pour se permettre d'attendre, de recruter, d'avoir des collaborateurs d'une région qu'on déplace dans une autre, etc. Donc, c'est souvent plus facile. Mais on constate quand même que les franchisés, quand ils vont au tribunal de commerce et qu'ils déposent, on n'aura pas réussi à les racheter aussi parce qu'ils ont voulu se battre jusqu'au bout. Clairement, c'est des gens qui ont cru en leur business. On a tout fait pour les reprendre, pour leur trouver des repreneurs, mais ils nous ont dit non, moi j'ai créé cette société, c'est mon bébé, je veux me battre jusqu'au bout. Là, malheureusement, le bout, ça a été ça. Donc après, nous, on se permet de reprendre parce qu'on n'a pas envie non plus que notre réseau meure, on veut le pérenniser. Mais c'est vrai qu'une filiale, quand elle reprend un franchisé en difficulté ou à la barre, elle a souvent les reins plus solides pour tenir et pour relancer la machine pendant 6 mois ou 1 an, ce que ne peut plus faire un franchisé quand il dépose parce qu'il n'a plus la trésorerie. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être une observation, les droits de préemption qui sont prévus au contrat de franchise ne sont pas opposables à la procédure collective. Donc ça signifie que vous ne pourrez pas les faire valoir auprès d'un mandataire liquidateur qui vend le fonds de commerce ou le droit au bail d'un franchisé. Ça veut donc dire que le franchiseur va rentrer en concours avec tous les autres acheteurs éventuels et devoir mettre en œuvre des atouts tels que sa taille, sa capacité à préserver l'emploi, etc., pour remporter l'adjudication à la barre. Alors, il y a énormément de questions dans le chat sur la valorisation de l'entreprise franchisée. Tout à fait. Il faut se dire peut-être, à titre de précision pour aborder ce sujet, qu'en fait, on peut vendre l'entreprise franchisée via ses actifs, cession de fonds de commerce notamment, mais on peut vendre l'entreprise franchisée via une cession des titres de sa société, une cession de contrôle. Donc évidemment, dans les deux cas, les règles de valorisation peuvent être différentes. Donc la question que j'ai envie de demander tout de suite à Nicolas, Thierry et Kevin, c'est comment est-ce que dans vos réseaux, on détermine le prix de revente de l'entreprise franchisée? C'est assez compliqué parce qu'il y a malheureusement autant de règles que de franchisés. Donc, ça dépend vraiment de la localisation, de l'ancienneté, de la performance, des multiples d'EBITDA, des multiples de chiffre d'affaires. Honnêtement, je vais faire le normand, mais on n'a pas de règles. Par contre, dans ce que tu disais, Jean-Baptiste, sur entre cession des parts sociales et cession du fonds de commerce, là, il y a des vrais enjeux. La cession des parts sociales avec notamment la reprise du passif et souvent des emprunts peut être préférable à un futur franchisé qui a moins de trésorerie et qui pourra accéder plus facilement à un prêt bancaire moindre puisqu'il va reprendre l'emprunt et les contraintes du passif. Par contre, il va reprendre par définition le passif avec tous les risques que ça peut prendre. Et donc, on passe beaucoup de temps à expliquer à nos franchisés les enjeux et les différences entre les deux. Mais pour revenir à la valorisation du fonds de commerce, j'avoue que c'est très large. Ça va de 50 à 120% du chiffre d'affaires à 5 à 8 ou 9 fois l'EBITDA. Ça dépend de beaucoup de choses. Peut-être que mes camarades ont d'autres règles de valorisation. Merci Thierry. Alors, nous, dans notre activité, pour premier point, entre rachat de fonds de commerce, rachat de parts sociales, nos activités sont hyper réglementées, normées, avec rattachées à la personne morale des autorisations, des agréments, des conventions. Et donc, nos métiers orientent quand même fortement le choix de privilégier donc un rachat de parts sociales plutôt qu'un rachat de fonds de commerce. Si on rachète un fonds de commerce, il faut en général arriver à obtenir les transferts des autorisations. Donc, c'est une négo avec le conseil départemental. Alors, quand il y a une décision du tribunal de commerce avec une condition suspensive via un transfert d'autorisation, ça peut être opposable au conseil départemental. Mais bon, ça rajoute une contrainte.
et puis ça dégrade un petit peu l'offre de reprise qu'on dépose au tribunal de commerce. Donc, souvent, on est plutôt sur une reprise de part sociale, alors, sauf éventuellement à ce que l'entité acquéreuse dispose déjà de tous les agréments, les conventions, les autorisations, les accréditations nécessaires pour pouvoir reprendre un fonds de commerce local. Mais ce n'est pas toujours garanti. Donc, on va souvent vers un rachat de parts sociales. Après, donc pour répondre à la question sur les méthodes de valorisation, il y a différentes méthodes de valorisation, DCF, par le BE, méthode patrimoniale. Nous, personnellement, ce qu'on privilégie, c'est quand même l'approche par multiple de l'EBE. Et c'est ce que je recommande aussi à tous mes candidats repreneurs ou à tous mes franchisés qui réalisent des opérations de croissance externe. Parce que, in fine, c'est la rentabilité de la structure qu'on reprend qui va permettre de rembourser sa mise et de retrouver un retour sur investissement. Nous-mêmes, on a ouvert le capital de façon minoritaire pour financer les opérations de croissance externe au niveau de la holding, et on a surtout levé finalement de la dette et des obligations. Donc quand on rachète part de l'emprunt, c'est du cash qu'il va falloir rembourser. Ce qui conditionne du coup le multiple de BE qu'on va retenir. On part plutôt, nous, sur du 3, 4, maxi 5 fois le BE. Alors après, et ce qui en général, dans les services à la personne, fait consensus. Même quand on échange avec les conseils des cédants, 4 fois le BE, tout le monde est plus ou moins d'accord sur cette approche. Donc il y a une sorte de consensus de place pour des structures locales, même si à l'échelle nationale, il y a des réseaux nationaux intégrés, notamment des réseaux qui font 50, 100, 150 millions d'euros de volume d'affaires, de chiffre d'affaires plutôt, parce qu'ils sont dans une logique spéculative portée par des fonds d'investissement, vont parfois aller sur du 10-15 fois les l'EBITDA. Mais on n'emprunte pas sur 15 ans pour financer des acquisitions. Quand vous vous endettez pour financer une opération de croissance externe, la banque elle va maximum aller sur 6 fois le résultat. Donc, nous, on est sur 4 fois pour la simple et bonne raison, c'est que la durée moyenne des contrats clients dans nos métiers, elle est de l'ordre de 4 ans. Donc, en fait, quand vous rachetez une société, alors vous pouvez mettre un peu de goodwill si vraiment il y a un portefeuille diversifié, une position de marché local importante, des partenariats intéressants, des référencements vraiment clés et critiques, ou qu'il y a un intérêt stratégique aussi à reprendre une implantation donnée. Nous récemment, on a racheté une société dans les Landes. On n'était absolument pas présent dans les Landes. On est monté à 5 fois le BE au lieu de notre 4 fois habituel, parce que c'était stratégique pour nous que de s'implanter sur un département où on n'était pas présent et que la structure faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. Et dans les services à la personne, quand on est privé et qu'on dépasse 1 million, ça devient significatif. Et donc, sans non plus délirer. Là où il peut y avoir des débats, c'est plutôt sur les retraitements appliqués ou pas à l'EBE retenu. Et alors là, c'est là où les négociations peuvent être un peu âpres. Il peut y avoir des dissensions entre acquéreurs et cédants. Est-ce qu'on accepte de retraiter toute la rémunération du gérant? Est-ce qu'on retraite ou pas les redevances quand on rachète un ancien franchisé d'un réseau concurrent? Qu'est-ce qu'on accepte de retraiter en termes de charges externes? C'est souvent là où il y a le plus de discussions et éventuellement de désaccords. Et en ce qui nous concerne, nous, on a un réseau, on a 2 façons de travailler, en centre-ville et en centre commercial. Ce sont deux manières de travailler qui sont complètement différentes. On valorise plus un fonds en centre commercial qu'en centre-ville. Pour la simple et bonne raison, c'est que les centres commerciaux étant détenus à 95% par des institutions et par des bailleurs, on va dire, uniques, un Auchan, un Carrefour, un Leclerc, etc., on a un vrai contrôle de la concurrence dans le centre. En centre-ville, si j'ai une coiffeuse et qu'elle s'en va et qu'elle va partir avec sa clientèle, elle m'enlève 50% de mon chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, la valorisation d'un magasin en centre-co est plus importante qu'en centre-ville. Ça a toujours été le cas dans notre métier. Comment ça se valorise? La moyenne du marché aujourd'hui est située à maximum 70% du chiffre d'affaires hors taxe en centre-co et maximum 50% du chiffre d'affaires hors taxe en centre-ville. C'est la moyenne nationale du marché aujourd'hui. On est capable de faire des efforts si on se rend compte qu'il y a un énorme résultat.
Ça, je parle en termes de rachat de fonds de commerce, d'accord? Parce qu'on fait très, très peu de rachats de parts de société, parce qu'on est constamment confronté au problème des garanties de passifs, avec des vendeurs qui ne veulent pas en laisser, qui ne veulent pas se couper d'une partie de la vente de leurs fonds en laissant des garanties de passifs pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, en croisant les doigts pour que rien ne se passe, qu'il n'y ait pas un vieux prud'homme ou un mauvais URSSAF qui ressorte. Donc, nous, on part sur une base très simple qui est maximum 70% du chiffre d'affaires. On met ça dans un prévisionnel et on regarde si, en rachetant 70% du chiffre d'affaires et en faisant exactement le même chiffre d'affaires que la personne qu'on rachète, on est au seuil de rentabilité. Est-ce qu'on couvre notre CAF et est-ce qu'on gagne un peu d'argent? À partir du moment où ça passe, on est capable de faire une offre. Sinon, on diminuera à chaque fois d'autant le montant de l'offre qu'on a besoin de trésorerie pour passer en termes de CAF, en termes de seuil de rentabilité. Donc, ma base de travail, elle est maximum à 70%. Si je me rends compte que pour combler ma CAF, il faut que je fasse une offre à 40, je la ferai à 40. Si ça ne passe pas, eh ben, je dirai à mon franchisé, écoute, il ne veut pas te vendre à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup, on cherche une autre opportunité. Très, très intéressant, Kevin, et ça m'amène en fait à la question suivante. C'est dans quelle mesure le franchiseur intervient pour déterminer la valeur, le prix plus exactement, de l'entreprise, du franchisé à l'occasion de sa cession. Et finalement, jusqu'où est-ce qu'il peut aller comme arbitre de ce prix? Nous, on laisse très clairement le repreneur négocier avec le franchisé pour plein de raisons, dont une de responsabilité sur la détermination du prix. C'est-à-dire, je ne veux pas que le futur franchisé, le franchisé acquéreur, demain vienne, en cas de difficulté, me reprocher que le prix qu'il a payé, c'est moi qui l'ai induit. Donc, on intervient dans une seconde phase qui est premièrement négociation entre le franchisé cédant et le franchisé acquéreur, et ensuite cooptation ou validation du franchisé acquéreur. Mais on les laisse parler entre eux dans un premier temps. En ce qui me concerne, j'ai une façon de travailler qui est différente. J'ai un contrat de franchise en cours, je dis une bêtise, il va durer 7 ans. Là, il est à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il me reste 3 ans de redevance à percevoir. Je vais rentrer un nouveau franchisé. S'il paye beaucoup trop cher son fonds et que je me rends compte que dans 2 ans, il ne pourra plus me payer parce qu'il a des traites financières qui sont 2 fois supérieures à la norme, je ne laisserai pas faire. Donc, j'ai le droit de m'opposer à une cession, clairement. Et donc, moi, contrairement à Thierry, c'est des stratégies différentes. Hein. Moi, j'interviens du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, après, qu'un franchisé qui sorte souhaite sous-estimer son fonds, ben, quelque part, ça m'arrange parce que le franchisé qui rentre, au moins, il a bien acheté et puis il va vivre. Mais par contre, je ne laisserai jamais une négo se faire si elle est au-dessus des normes que j'estime. Et si jamais demain, un franchisé me dit que tu m'as fait surpayer mon fonds, eh ben, je saurais lui prouver par A plus B que j'ai répondu aux normes du marché, c'est-à-dire maximum 70%, que dans mon prévisionnel, pour être rentable, il fallait qu'il fasse minimum le chiffre d'affaires qui était déjà réalisé par le vendeur. Donc, c'est peut-être lui qui n'a pas été bon. J'ai eu ce type de problème. Clairement, avec un réseau comme le nôtre, on a été confronté 2-3 fois au tribunal à ce type de problème-là. J'ai toujours eu gain de cause. Voilà, monsieur, vous avez une enseigne, vous avez acheté sur les normes du marché. Il vous suffisait de faire le même chiffre d'affaires que votre vendeur. Vous n'avez pas été travaillé, vous n'avez pas été sérieux. Enfin, ça arrive aussi d'avoir des gens qui ne sont pas forcément super sérieuses. Mais grâce au réseau et grâce surtout aux gens qui sont sérieux chez nous, on a quand même eu beaucoup plus de réussite et de succès que de personnes qui n'ont pas fonctionné. Donc, je préfère aujourd'hui, moi, être maître de mon réseau, refuser une cession, quitte à ce que la personne qui ne vend pas me dise bah, écoute, tu n'es pas d'accord pour que je vende à 100% de mon chiffre, et ben, dans 2 ans, je te quitte. Quitte-moi, ce n'est pas grave. Je préfère avoir une personne qui s'en va plutôt qu'une personne qui ferme. Voilà, clairement. Alors, moi, en ce qui me concerne, on n'a pas eu de. Je touche du bois, hein, pour le moment, on n'a pas eu de problématique consécutive à des rachats ou des reprises entre franchisés. Néanmoins, on est un peu, à l'instar de Kevin, beaucoup plus interventionniste, donc tout en préservant les prérogatives des uns et des autres. Mais on encadre et on accompagne le cédant et l'acquéreur sur leur projet de reprise et on donne un avis purement consultatif, mais sur des méthodes de valorisation, en prenant donc effectivement EBITDA cible, marge contributive, CAF, trésor, et donc si on considère qu'un deal est complètement foireux, on va le dire.
Maintenant, on essaie toujours de trouver un juste milieu, ce qui n'est pas évident parce que un franchisé qui sort du réseau, on tient quand même à ce qu'il valorise correctement son patrimoine pour lui, mais également en fait pour l'image de notre propre concept et de notre propre modèle économique. Un franchisé qui vend à un prix sous-valorisé son fonds de commerce ou sa société, ce n'est pas non plus valorisant pour notre modèle économique. Néanmoins, un franchisé qui entre et qui surpaye effectivement une acquisition et qui se met en difficulté, c'est extrêmement dangereux. Donc, on essaie toujours de trouver un juste milieu. De toute façon, ce n'est pas non plus une science exacte, il y a toujours une fourchette acceptable de valorisation de prix. Et puis, d'autre part, on fait beaucoup de pédagogie aussi sur en fait, le déroulé des différentes étapes. Il y a parfois des négociations un peu âpres sur le prix de cession. Et cédants et acquéreurs, quand ils n'ont pas l'habitude de faire des deals, occultent les négociations sur les garanties d'actifs et de passifs, ce qui sont parfois des sujets de tension ou de désaccord. Donc, on leur explique notamment, c'est un cas qu'on a rencontré à plusieurs reprises, la gap, elle se négocie en même temps que le prix. Et la négo sur les seuils, les plafonds, les modalités de déclenchement sont tout aussi importants que l'accord sur le prix de cession. Mais donc oui, on accompagne vraiment de A à Z. Très bien. Un point peut-être sur le financement des reprises. Est-ce que les reprises se financent bien? Notamment, est-ce qu'il est plus aisé que lors d'une création de lever la dette bancaire nécessaire au financement de la dette d'acquisition? Et est-ce qu'il est éventuellement nécessaire d'accompagner le franchisé dans la structuration de son financement, notamment si des modalités de financement plus innovantes que la dette bancaire doivent être mises en place pour permettre la transmission de l'entreprise franchisée? Alors, nous, on le fait toujours pour les primo-accédants, puisqu'on a des partenariats avec pas mal de partenaires bancaires aujourd'hui. Donc, je le fais, alors en tout cas, je le propose toujours. On se déplace, on monte les prévisionnels avec nos équipes ici en interne. On explique bien entendu que c'est un prévisionnel établi selon un seuil de rentabilité, c'est-à-dire en gros, pour être rentable, il faut faire tant. On ne leur dit jamais vous allez faire tant, clairement, comme ça le client est au courant de ce qu'il doit faire pour être rentable. On contacte les banques avec lui, sauf si bien sûr il ne le souhaite pas et qu'il nous dit écoutez, moi j'ai le cash nécessaire, mon banquier me suit, c'est sûr et certain. J'ai encore un exemple très récent d'il y a pas moins de 15 jours. Ça, je le comprends. Par contre, on le propose tout le temps. Et clairement, ensuite, à partir du moment où nos partenaires franchisés commencent à avoir 2, 3, 4 points de vente, ils n'ont plus besoin de nous. Voilà, le travail, ils savent le faire. Les taux, ils savent les négocier. S'ils ont besoin, on est là en support, bien entendu. Et quand ils commencent à avoir cette expérience-là, le cash nécessaire, et il y a même des fois des franchisés qui ont des lignes de crédit disponibles, dans ce cas-là, ils se débrouillent tout seuls. Mais moi, je propose toujours nos services aux primo-accédants. Et je leur explique toujours de toute façon que leur salon, c'est comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on va le traiter comme s'il était à nous. Donc, on est présent à toutes les étapes de la création de leur point de vente, dont celle du crédit. Voilà. Donc oui, nous, on intervient à tous les niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la difficulté et du renforcement des procédures BAL 2, 3, 4 et 17, qui sont les belles excuses de nos établissements bancaires pour générer quelques milliards de résultats nets, on est obligé, est-ce qualité de franchiseur, d'accompagner nos franchisés, qu'ils soient primo-accédants, je rejoins Kevin, ou quand c'est dans le cadre d'une reprise, à monter leur dossier de crédit. Nous, on a des gens qui ne font que ça chez nous et qui sont là pour accompagner le montage, en plus de l'expert comptable et du business plan, pour améliorer la qualité du dossier, pour être certain de pouvoir obtenir le crédit, parce que ça devient aujourd'hui une composante majeure, essentielle de la reprise et de la cession. Donc c'est parce que une des grosses problématiques, c'est que quand vous présentez un dossier à une banque et que vous avez un refus, parfois ils vous disent mais c'est parce que la virgule était mal placée. Hein. Vous dites je vais la replacer au bon endroit. Et maintenant, parce qu'on vous a dit non, maintenant c'est fini. Et donc il n'y a jamais de chance, enfin rarement de chance, c'est assez compliqué. Donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté en présentant du premier coup un dossier qui tiendra la route. Donc nous, on les aide beaucoup sur cet aspect-là.
Alors, pour le coup, moi, en ce qui me concerne, contrairement à vos métiers, on est en phase de création. Nous, on est sur des plans d'investissement nettement plus limités, des besoins en concours bancaire plus réduits. Donc, bon, j'ai fait référencer mon enseigne auprès des principaux pôles franchise bancaire partenaires. Il n'y a pas de grosses difficultés dans l'aide à domicile, avec les perspectives de croissance du marché, à aller emprunter moins de 100 000 euros. Et pour les reprises, comme on est sur des méthodes de valorisation relativement raisonnables, nos franchisés qui ont réalisé, que ce soit des primo-accédants ou pas, des opérations de reprise, n'ont jamais rencontré trop de difficultés. Il y a peut-être deux cas dans le cadre desquels il a fallu qu'on appuie avec mes équipes un peu le dossier auprès de certaines banques. Mais on a toujours proposé notre aide, mais elle a rarement été finalement sollicitée parce qu'on est sur des besoins en financement limités et raisonnables. Excusez-moi, Jean-Baptiste, j'apporte juste une nuance. Et je pars du principe qu'il ne faut pas faire croire aux gens qu'on sait tout faire. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'à un moment, monter un dossier bancaire, ce n'est pas forcément super compliqué quand on a le bon profil en face. Des fois, on a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'apports ou beaucoup de cash ou de garanties financières immobilières, mais on a quand même des gens en face qui ont envie, qui ont la grinta, comme on dit chez nous, et on n'a pas envie de perdre ces profils-là. Moi, je n'hésite pas à faire appel à des courtiers. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui m'échappent parce que je ne suis pas bon pour monter certains dossiers bancaires. Je me dis ça m'échappe. Je n'ai pas la technicité pour le faire. Mes équipes n'ont pas la technicité pour le faire parce qu'on est quand même dans des rails pour monter un salon de coiffure. Donc, si là, on estime qu'on n'est pas à 30% d'apport, mais à 22 ou à 18, mais que par contre, la personne elle a une méga expérience, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Il y a les accompagnements de par les régions, les départements, tout ça, ce sont des choses qu'on ne cerne pas forcément très bien. Moi, des fois, quand un dossier est trop tendu et que j'estime que je ne suis pas bon pour le monter, je ne suis pas banquier. Mon franchisé le comprend très bien. Ce qu'il veut, c'est son crédit. Donc, du coup, je fais appel à un courtier qui m'accompagne sur les dossiers qui sont un petit peu compliqués pour nous. Et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce que ce n'est pas grave de faire appel à des intervenants extérieurs. Très bien. Alors, le temps tourne, donc peut-être il y a quelques questions, et notamment sur ce sujet, donc dans la continuité, Stéphanie qui a posé des questions, et plutôt pour Thierry, il y avait deux questions, mais notamment, tu parlais d'accompagner, d'aider le franchiseur de la construction de son prévisionnel et de son dossier. Après, on sait aussi qu'il ne faut pas communiquer non plus des prévisionnels aux franchisés. Elle est où la limite, jusqu'où tu vas? Non. On ne fait jamais le prévisionnel du franchisé. Je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste qui gère ça beaucoup mieux que moi. Mais le franchisé fait son prévisionnel avec son expert comptable ou avec un expert comptable, mais on ne l'accompagne pas dans le montage du prévisionnel. On l'accompagne, et encore, ce n'est pas nous, c'est quelqu'un vers qui on l'oriente, dans le montage de son dossier bancaire une fois que le prévisionnel est réalisé. C'est presque la rédaction et la plume de ce dossier bancaire. Comme l'expliquait Nicolas et Kevin, il peut y avoir des 22% d'apport, je reprends tes chiffres, avec une grosse expérience, mais ça doit être mis en avant et pas juste dans un fichier Excel où on l'écrit en dessous du tableau. Et ça, c'est très important. Mais en aucun cas, on ne fait le prévisionnel de notre franchisé. Jamais. Donc l'accompagnement, il n'est pas sur la construction des chiffres, mais plutôt sur la mise en forme et s'assurer qu'on suit une checklist, que tout y est, qu'on est complet, etc. C'est plutôt ça. Alors, bon, il nous reste 10 minutes. Peut-être quelques mots sur l'encadrement contractuel de la cession de l'entreprise franchisée. Le contrat de franchise, il est conclu in tuitu personae, c'est-à-dire en raison des qualités de la personne physique qui anime la société franchisée, ce qui signifie que quand il y a cession de l'entreprise franchisée, eh bien, il doit y avoir agrément. Ça, on retrouve toujours cette modalité. Après, on trouve dans les contrats deux modalités qui permettent au franchiseur de contrôler le périmètre de son réseau, c'est-à-dire d'acheter pour lui ou un autre franchisé l'entreprise qui est cédée. C'est la modalité du droit de préférence et puis il y a la modalité du droit de préemption. Donc, je rappelle un petit peu ce que c'est. Le droit de préférence, le franchisé qui est vendeur de son entreprise va proposer son rachat par préférence au franchiseur avant toute autre personne. Donc, ça signifie qu'il n'a pas nécessairement un acheteur en face. Et le droit de préemption, c'est différent. Le franchisé a trouvé un prix pour son entreprise, des conditions de cession, il l'a acté, il notifie au franchiseur qui a le droit de préempter.
Donc, ma question pour nos invités, dirigeants de réseau autour de la table, est-ce que vous avez ces deux modalités dans votre contrat de franchise? Oui, non. Et est-ce que vous en préférez l'une à l'autre? Et qu'est-ce que votre pratique vous a enseigné à propos de ces techniques? Alors, en ce qui nous concerne, on parle, nous, du droit de préemption. Ensuite, on a un droit de préférence en cas de création d'un point de vente à proximité ou dans la zone de non-concurrence de nos franchisés. Par contre, en termes de droit de préemption, il existe. On l'a rarement fait jouer, puisque généralement, nous, on rachète nos franchisés quand ils sont à la vente. Donc, si jamais on n'a pas racheté nos franchisés, c'est qu'on n'est pas tombé d'accord sur le prix ou sur quoi que ce soit. Donc, il est évident que si demain, ils vendent à une enseigne concurrente ou qu'ils vendent à un indépendant, ben, on ne fera pas valoir le droit de préemption parce que ça voudra dire qu'avant la cession, on ne sera pas tombé d'accord. Voilà, clairement. Donc, non, c'est extrêmement rare. Par contre, le droit de préemption, il est vrai aussi qu'on n'arrive pas souvent à le faire jouer parce que le franchisé attend aussi souvent de céder son point de vente une fois qu'il est hors contrat. Sinon, s'il lui reste 3 ans, il faut qu'il nous paye le solde du contrat, etc. Donc, voilà, le droit de préemption, c'est pas toujours, c'est beau sur le papier, mais ensuite, pour pouvoir le faire jouer, il y a beaucoup de modalités. Mais nous, en tout cas, on est vigilant par rapport à ça, puisque on essaye toujours de reprendre nos salons franchisés et pas les laisser partir. Pour compléter les propos de Kevin, nos contrats, ils ont été rédigés par tes soins, Jean-Baptiste. mais ce qu'on fait surtout finalement, ce sur quoi on s'appuie essentiellement et ce qu'on met en avant et ce qu'on communique auprès de notre réseau, c'est surtout le droit de préemption. Donc ça, nos franchisés cédants ont bien en tête le fait qu'il y ait le droit de préemption du franchiseur à respecter. Et également, ce qu'on rappelle, parce que ce qui est parfois un petit peu occulté, c'est la clause d'agrément du successeur. On décrit bien au franchisé qu'il ne peut pas avancer dans des discussions ou des négociations avec un potentiel repreneur si le candidat à la reprise n'est pas passé par les fourches codines de notre service développement, qui n'a pas transmis un dossier de candidature, qu'on n'a pas validé son profil. Parce qu'il est évidemment hors de question qu'on remplace un franchisé dynamique, aligné en termes de valeur et performant par un pignouf qui va nous flinguer un point de vente ou nous dégrader l'image de marque. Donc on veille à faire appliquer le droit de préemption, mais en se disant que si on a un beau profil de repreneur, on va laisser la priorité finalement à une reprise entre franchisés, entre chefs d'entreprise, mais qu'il faut qu'on valide quand même le profil du repreneur. Et puis alors, le dernier point, on n'a jamais eu nous de sujet sur au sein de notre propre réseau sur la clause de non-affiliation à un réseau concurrent. En revanche, je ne peux évidemment pas donner de nom, mais il se trouve qu'on a certains franchisés de réseaux concurrents qui nous contactent de plus en plus régulièrement pour qu'on les rachète. Il se trouve que je suis aussi très impliqué dans les fédérations professionnelles, que j'ai de bonnes relations avec mes confrères. Donc à chaque fois, je leur réponds. Ils ont tous souvent les mêmes clauses de droit de préemption, clause d'agrément du successeur et non-affiliation à un réseau concurrent, avec une durée souvent d'application post-contractuelle qui va de 6 mois à 12 mois après le contrat. Donc je leur dis, écoutez, moi je ne vais pas faire à mon confrère ce que je n'aimerais pas qu'il me fasse. Donc on fait respecter votre contrat. Si vous voulez vendre à la concurrence, sortez du réseau. On attend 1 an, on purge la clause de non-affiliation et puis après, à ce moment-là, éventuellement, on se recontacte. Ça, c'est plutôt dans les échanges avec des franchisés affiliés à des réseaux concurrents. Je pense que la clause de non-affiliation, elle est. Moi, je rejoins Nicolas aussi, c'est plutôt un gentleman agreement, si je puis dire, puisqu'on n'a pas envie que ce soit la guerre entre réseaux, on se respecte tous. Clairement, moi, quand un franchisé m'a quitté, qu'il est parti ailleurs, j'ai eu beau la faire jouer, j'ai jamais vraiment eu gain de cause. Alors moi, c'est vrai que c'est arrivé 2-3 fois, mais avec des tout petits réseaux. Alors, je critique pas les tout petits réseaux, mais les petits réseaux de 10-15 magasins. J'ai un franchisé qui a rejoint un réseau de 10-15 magasins, mais j'ai jamais un franchisé qui a rejoint un réseau de 300-400 magasins parce qu'entre nous, on se connaît très bien, on s'apprécie tous, on n'a pas envie de se faire la guerre. Donc, clairement, cette clause-là, on la fait rarement jouer. Donc, je rejoins Nicolas. Nous, on ne travaille qu'avec le droit de préemption qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, pas avec le droit de préférence. Et les problèmes qu'on a post-session,
c'est plutôt, et c'est beaucoup plus flou, c'est plutôt de la clause de non-concurrence qu'on est supposé payer si on veut la faire appliquer. Mais au-delà de la non-concurrence, c'est surtout des gens qui reprennent, après avoir cédé, des signes distinctifs de notre marque et qui recréent des choses qui sont visiblement parasitaires. Et c'est là où on a été obligé d'intervenir à travers des assignations à plusieurs reprises. Très bien. Écoutez, le temps d'échange qui nous était imparti arrive à son terme, donc je ne vais pas relancer de questions. Je vais plutôt laisser Laurent. Après, je regarde si globalement, moi j'ai l'impression qu'on a répondu presque au fil de l'eau finalement aux questions que vous nous avez adressées sur le chat. Si encore une question, alors une question, j'en ai une. Comment évaluez-vous le montant de la gap lors d'un rachat de parts sociales? C'est précis. Ouais. Est-ce que c'est une variation de prix ou est-ce que c'est une garantie d'actifs et de passifs? Et dans ce cas-là, quel est le taux de plafonnement par rapport au prix? Wow. Alors, Thierry a parlé dernière question, et puis après on conclura, je pense. Thierry a parlé de réponse de Normand. J'aime beaucoup la Normandie. Hein. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on ajuste la gap en fonction des résultats des audits. Plus les risques identifiés sont élevés, plus on va durcir la gap. Maintenant, bon, nous, on a fait une quarantaine d'acquisitions ces dernières années. Force est de constater qu'il y a quand même des statistiques moyennes qui ressortent. Dans les services à la personne, on a tendance à corréler les plafonds de la gap au prix de cession. Et donc, souvent, on fixe un plafond de la gap à 20-25% du prix de cession. C'est souvent... et puis après, j'ai envie de dire, si on identifie des risques qui sont suffisamment élevés pour qu'on ait envie de relever le plafond de la gap, limite, on fait pas de deal, quoi. Si on considère qu'il y a des risques qui dépassent les 25 voire 30% du prix de cession, ça peut être un deal breaker. Et donc, on est plutôt là-dessus, avec éventuellement un plafond qui peut être dégressif, parce qu'on fait jouer les gaps sur 2-3 ans, et on peut éventuellement négocier une dégressivité progressive d'une année sur l'autre du plafond. Et après, alors quant à la garantie, ça, en fait, c'est en fonction de l'appréciation qu'on peut avoir de la solvabilité du cédant. Si on pense que le cédant va cramer la caisse et qu'on ne pourra jamais faire jouer la gap, on exige une garantie des garanties, ou alors si les montants sont élevés, qu'on a besoin de se sécuriser, on demande qu'une partie soit séquestrée. Voilà, la garantie, c'est une autre négo, et ça dépend de comment est-ce qu'on veut sécuriser éventuellement la disponibilité des fonds, le cas échéant. Mais je te rejoins, Nicolas, et le sujet, il est presque là, parce qu'avoir une garantie et la rédiger dans les actes de cession, c'est pas facile, mais ça se fait. Mais par contre, activer la garantie une fois qu'on est confronté à un problème, pour l'avoir vécu, c'est rarement simple. Et ça peut peut-être faire l'objet d'un prochain débat avec Jean-Baptiste et Laurent. C'est pour ça pour moi, après, il faut prioriser la rachat du fonds de commerce parce qu'il y a moins d'embêtement. Enfin, c'est dans notre métier, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de social chez nous. Et souvent, la gap ou la garantie passive, elle est liée au social. Bien, très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va on arrive au bout. Merci beaucoup à tous. C'était super intéressant, super riche. Et 1 heure, c'est court pour parler de ces sujets. On avait listé plein d'autres questions, même nous, mais on va pas pouvoir toutes les aborder. Si vous avez besoin, en tout cas, il vous reste des questions, si vous souhaitez prolonger les échanges, n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste, Thierry, Kevin et Nicolas ou moi via LinkedIn. Je pense que c'est encore le plus simple. On vous enverra de toute façon le replay. N'hésitez pas à le partager autour si le contenu vous a plu et si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Prochain événement sous le même format, on va retester. Ce sera le 1er avril, donc c'est pas une blague, mais 1er avril. Masterclass, ce sera avec Emmanuel Jury de Progressium. On va parler multi et pluri-franchise. N'hésitez pas en tout cas aussi à nous envoyer des petits mails pour nous faire vos retours sur le format. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci à toutes, merci à tous. Excellente journée. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous.